Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez en live ou sur vos box à la télévision et en replay ou en podcast bien sûr avec notre plateforme bismart.fr. Au sommaire de cette édition ce soir, le premier bilan d'un mois de septembre qui s'annonce comme un mois douloureux pour les investisseurs, aussi bien sur la partie action que la partie obligation, avec un trio infernal qui bouscule les équilibres de marché, le pétrole, le dollar et les taux qui ne cessent de progresser. Le pétrole à 95 $, ce sont des prix de marché qu'on a vus aujourd'hui pour le baril de brut léger américain, pour le baril de Brent également. L'envolée des taux longs sur la partie américaine bien sûr, mais sur la partie européenne également, avec un 10 ans américain à plus de 4,65% désormais. Le 30 ans américain est à plus de 4,70% et en Europe on trouve un 10 ans allemand qui est très proche désormais des 3% et plus de 3,5% bien sûr pour le 10 ans français. Quant au dollar, il est irrésistiblement haussier et maintient une pression certaine sur de grandes parités de devises comme l'euro-dollar par exemple qui tente de se stabiliser aujourd'hui autour de 1,0550. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché concernant cette situation du mois de septembre sur les marchés globaux. Ce sera dans un instant. Parmi les bonnes nouvelles du jour, il faut quand même saluer la poursuite de la baisse de l'inflation en Europe, en zone euro. On aura le chiffre pour l'ensemble de la zone euro demain, mais les premières indications vont dans le bon sens, avec notamment une nouvelle marche à la baisse pour l'inflation en Allemagne au mois de septembre, qui sur un an est passée de 6,4% en août à 4,3% donc pour le mois de septembre, grâce à des effets de base qui vont encore durer quelques mois peut-être pour la partie européenne. La publication de l'inflation pour la France et la zone euro est prévue demain. Et puis pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, nous sortirons complètement des marchés développés pour nous intéresser au marché boursier africain, comme nous le faisons régulièrement avec Wissem Barbouchi, le président d'Obafrica Asset Management, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Nous pourrons saluer avec lui la bonne tenue de la plupart des marchés boursiers africains aux 3/4 de cette année 2023. Avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour, c'est Tendance, mon ami, chaque soir avec Côme Dubois sur Bismart. La bourse de Paris réussit à se stabiliser ce jeudi malgré la poursuite de la hausse des taux longs. En Allemagne, l'inflation a ralenti plus qu'attendu en septembre, passant de 6,4% sur un an en août à 4,3% sur un an en septembre en données harmonisées. Et descend ainsi à son plus bas niveau depuis février 2022. En Espagne, au contraire, l'inflation a connu une nouvelle accélération en septembre pour atteindre 3,2% sur un an, contre 2,4% sur un an le mois précédent en données harmonisées. Du côté des États-Unis, les investisseurs continuent de digérer les propos tenus hier par le président de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, qui a indiqué mercredi qu'il n'était pas certain que la Banque centrale ait suffisamment augmenté ses taux pour maîtriser l'inflation. Du côté des valeurs, Total Energy progresse ce jeudi jusqu'à 1,8% au cours de la séance. Le groupe profite toujours de la hausse des prix du pétrole et marque un nouveau record en bourse à 64,55 € l'action. De son côté, Beneteau chute jusqu'à 13,4% au cours de la séance. Le constructeur de bateaux confirme qu'il anticipe des résultats record pour cette année, mais prévient que l'année prochaine sera une année de déstockage des concessionnaires. Suite à ces annonces, la note du constructeur a été dégradée à accumuler par la société Gilbert Dupont. À Londres, Ryanair recule de plus de 3% au cours de la séance, après que la compagnie aérienne ait annoncé qu'elle réduirait ses vols prévus cet hiver en raison de retard de livraison d'avions fabriqués par Boeing. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des données d'inflation pour le mois de septembre pour la France et l'ensemble de la zone euro. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance avec Côme Dubois qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Axel Bott d'être à nos côtés également. Bonsoir Axel. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la stratégie de marché d'Ostrom Asset Management. Et Bastien Dreux avec nous également au plateau. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Ravi de vous avoir ce soir. Vous êtes responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Le mois de septembre tient ses promesses sur les marchés. On sait que c'est toujours un mois un peu particulier avec des effets de saisonnalité peut-être qui jouent d'ailleurs en
ce moment, il faut qu'on parle des taux, et notamment des taux longs, Bastien. Autant 2022, l'histoire de la courbe des taux en 2022 était marquée par l'envolée des taux courts, sous l'effet de l'agressivité des banques centrales et des hausses de taux directeurs continues, violentes, intenses tout au long de 2022. Autant l'histoire de la courbe des taux, notamment aux États-Unis, en cette fin de trimestre 2023, est marquée par la poursuite de l'envolée des taux longs réels, 10 ans, 30 ans, alors même que les taux courts restent plutôt stables aujourd'hui. Oui, donc 2022, c'est vraiment l'inversion de la courbe des taux. Et là, on a ce qu'on appelle un bear steepening avec des taux longs qui remontent. Juste pour expliquer, parce que c'est bear steepening, non mais si bear, c'est que le marché obligataire corrige et on corrige beaucoup plus sur la partie longue, c'est ça, qui donne un effet de repentification de cette partie longue. Une courbe des taux qui est toujours inversée, mais qui est de moins en moins inversée, en tout cas moins que ce qu'on avait en 2022. Alors les raisons de ça, il y en a plein. Et on ne va pas forcément revenir sur la Fed avec le dernier FOMC où l'idée c'était un peu le higher for longer qui avait été un peu présenté par Jerome Powell. Mais après, il y a tout un tas de facteurs, et des facteurs structurels, conjoncturels. Dans les facteurs structurels, il y a quand même la dégradation des finances publiques américaines. Parce que si la croissance américaine s'est aussi bien tenue ces 2 ou 3 dernières années, c'est quand même largement grâce à la politique budgétaire. Et aujourd'hui, en fin de cycle, alors que normalement en fin de cycle, quand on a un taux de chômage qui est bas, on a un déficit qui est plutôt bas aussi. Or là, on a un déficit public qui est aux alentours de 8 à 9% du PIB, avant même une éventuelle récession. Donc on n'a même pas imaginé ce que ça donnerait dans une récession. Et ça s'ajoute au quantitative tightening de la Fed, le fait que la Fed réduit son bilan, c'est-à-dire remettre sur le marché un certain nombre de titres de maturité longue. Et tout ça fait que le Trésor américain, lui, doit émettre de plus en plus des quantités très importantes de titres de maturité longue. Et là, encore une fois, c'est en train de remonter avant même une récession, ce qui n'est pas du tout quelque chose qui est habituel. Donc ça participe un petit peu à ce mouvement de hausse des taux longs. Après, il y a des facteurs peut-être plus conjoncturels, où le conjoncturel se mélange avec le structurel, comme par exemple le shutdown, l'éventuel shutdown, qui est quand même très probable. Et là, il y a quand même des menaces des agences de notation, notamment de Moody's, qui a indiqué qu'il pourrait dégrader la note des États-Unis. On a vu que quand ça avait été le cas pour Fitch, ça avait quand même provoqué un peu un mouvement de hausse des taux longs américains. Et ça vient aussi participer à ce mouvement-là. Et alors après, si on va on peut encore ajouter d'autres arguments, comme par exemple ce qui se passe au niveau de la Chine, les sorties de capitaux de la Chine, le fait que les autorités aient peut-être un peu de mal à contrôler les sorties de capitaux et donc sa devise, et ça peut induire, on n'a pas vraiment de chiffres très clairs, très durs là-dessus, mais ça peut induire les autorités chinoises à peut-être vendre un peu de titres de maturité longue, en tout cas ne plus en acheter, et ça fait un gros acheteur de moins pour les titres du Trésor, et tout ça fait qu'on a des taux longs qui montent aujourd'hui beaucoup. Après, la question c'est jusqu'où ça va. Et là, c'est quand même très difficile de répondre. On a un peu l'impression que le marché est en train d'aller frapper à la porte de Jérôme Powell pour lui demander alors où est-ce qu'on s'arrête ? Quand est-ce qu'on s'arrête maintenant ? Est-ce que le mouvement, alors après, c'est aussi des enjeux un peu techniques de marché, on pourra décrire ça, mais le mouvement, je ne parle pas d'affolement, mais il y a un peu de vitesse quand même dans la hausse des taux longs, et puis surtout un mouvement continu, sans aucune pause, sans aucune respiration. Ça fait 5 mois de continu que les taux longs américains montent, et le mois de septembre va voir 50-60 points de base de hausse de taux longs aux États-Unis sur un mois. Alors c'est pas un crack obligataire, mais ça y ressemble un petit peu. C'est une sorte de mini crack obligataire. Là, rien que le mois de septembre, le fait que les taux 10 ans prennent maintenant plus de 50 points de base aujourd'hui, oui, ça montre quand même un mouvement. C'est remarquable. Qui est très violent, qui est tout à fait remarquable. Et Jérôme Powell avait dit en conférence de presse que c'était l'un des éléments qui pouvait être un risque négatif pour la croissance, et ça va l'être encore plus, maintenant que les taux ont encore un peu monté. Là, dans les chiffres du jour, il y avait les ventes de logements en attente aux États-Unis. C'est le plus bas historique. Donc ça veut dire que sur les mois qui arrivent, on aura des ventes de logements qui vont encore baisser. On est déjà sur des niveaux qui étaient extrêmement bas, vers les plus bas de ces 20 dernières années, et ça va continuer. Donc dans un certain sens, même si il n'y a pas eu de récession cette année, la Fed a quand même réussi à obtenir certaines des choses qu'elle voulait. On a quand même un vrai ralentissement de l'inflation, du marché du travail, mais aussi le marché immobilier, avec le fait que les transactions aujourd'hui sont extrêmement basses. Personne ne veut vendre, personne ne veut se réengager sur un nouveau mortgage à plus de 7%, personne etc. Ne veut déménager, en tout cas. Donc tout est bloqué.
bloqué pour l'instant. C'est la question, Axel. Est-ce que ce qu'on voit là sur la partie longue de la courbe obligataire américaine, avec des taux réels, long terme, à plus de 2%, on casse quand même des niveaux. Alors, rien de dramatique peut-être dans l'absolu d'un point de vue historique, mais quand même, on n'a pas vécu ça depuis longtemps. Est-ce que ça fait encore partie de ce que veut voir la Réserve fédérale américaine ? Oui, c'est même... je pense que le début, peut-être que c'est insuffisant par rapport à ce qu'ils voudraient pour réellement freiner le crédit, parce que le biais par lequel la Fed affecte l'économie, ça passe par les conditions de crédit. Quand on regarde l'évolution des spreads à yield, des spreads de crédit depuis le début de l'année, ça ne va pas dans ce sens-là. Quand on regarde les flux hebdomadaires de crédit qu'on a sur le crédit bancaire, hormis l'épisode SVB qui a duré quelques semaines, en fait, il n'y a pas eu de rupture et c'est reparti même à la hausse. On a un léger ralentissement du crédit conso, mais rien de vraiment convaincant. Et donc, est-ce que la politique monétaire est suffisamment serrée pour ralentir l'économie ? On a été quand même surpris par la vigueur de l'économie depuis le début de l'année. Donc, est-ce que le resserrement, aussi violent puisse-t-il paraître en comparaison des cycles récents, était suffisant dans la configuration actuelle? C'est pas, à mon avis, c'est pas évident, et ça veut dire qu'il faut continuer de relever les taux réels. Alors les taux réels à 10 ans sont au-delà de 2, les taux réels à 2 ans, quand on regarde le marché de TIPS, on est au-delà de 3,25. Donc là, peut-être que ça va commencer à un moment à impacter l'économie. Il va falloir, c'est maintenant une affaire de temps, combien de temps on reste à ces niveaux-là. Mais là où peut-être je différerais de l'analyse de Bastien, c'est que sur l'immobilier, on a peut-être effectivement renchéri énormément le crédit. Les mortgages sont au-delà de 7%. Le problème, c'est qu'on l'a fait dans une situation où il n'y a pas de stock, où la construction est insuffisante, où le déficit d'offres est tel depuis des années que finalement un tout petit peu de demande suffit à incrémentalement à faire monter les prix. On a vu les prix juillet, S&P Case-Shiller. Et Shiller, mais aussi l'indicateur d'indice de prix du régulateur du secteur qui remonte depuis 6-8 mois maintenant. Donc ça, c'est une vraie question, parce que c'est un des leviers essentiels sur lesquels la Fed peut agir. La Fed n'agit pas sur tous les secteurs de la demande, mais uniquement sur ce qui est sensible au taux d'intérêt. Et là, on peut considérer qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'impact, malgré le niveau des transactions qui est très faible, mais aussi parce qu'il n'y a pas de stock. Donc c'est là peut-être un des manquements dans la politique de la Fed. Mais on est dans la stratégie du higher for longer, parce que higher for longer, moi j'entends l'idée d'un plateau. Là, on parle de taux réels qui n'arrêtent pas de progresser. C'est-à-dire qu'on est encore dans une phase d'augmentation de la restriction monétaire, même si quand bien même les taux directeurs de la Fed bougent plus. C'est pas un plateau encore là. Alors. C'est pas un plateau, et puis c'est amplifié par quand même la dynamique de désinflation qu'on a connue depuis quelques mois. Alors, effectivement, avec les risques sur le prix du pétrole, les conflits sociaux, peut-être les tensions résiduelles qu'on a sur le marché du travail, on peut avoir aussi une reprise de l'inflation. C'est contre ça que Powell doit se prémunir aujourd'hui. C'est des effets de stop and go des années 70. Il faudra être très vigilant là-dessus. D'autant qu'il projette un scénario de croissance qu'on n'avait pas forcément en tête, que la Fed elle-même n'avait pas en tête encore il y a 3 mois pour 2024. C'est sûr. Il n'y a plus de récession nulle part, et c'est un soft landing assez solide, quoi. C'est un soft landing, oui. Nous, personnellement, on projette une période de croissance d'à peu près 1% de croissance annualisée au Q4 T1, et puis ensuite une reprise. C'est une année d'élection. La politique budgétaire, a priori, n'a pas de raison d'être forcément très restrictive l'année prochaine. Donc, on va être dans ce schéma-là. Si ça tient, et d'ailleurs, la coordination de la politique monétaire et budgétaire, si le budget reste aussi expansionniste, c'est la porte ouverte à davantage de resserrement monétaire. Normalement, pour préserver un petit peu l'équilibre et la cohérence des politiques publiques. Donc c'est vraiment ce jeu qui est mal appréhendé par le marché. Mais higher for longer, pour ceux qui étaient là en 2006, c'est exactement qui ont survécu à des conséquences de 2006. C'est exactement le vocable qui était utilisé à l'époque. Et donc à l'époque, Greenspan avait maintenu les taux jusqu'à 5,25, et puis il a refilé le bébé à Bernanke. Mais
la courbe était inversée, le 10 ans était autour des 4,5. Alors le 2 ans était plus bas parce que le marché était plus... Et les taux étaient plus bas pour d'autres raisons. Il y avait les recyclages, ces excédents courants des émergents qui venaient appuyer à la baisse sur les taux. Mais la courbe était inversée. Et vous avez un moment, un sell-off qui nous ramène au niveau des Fed Funds sur le 10 ans. Et c'est ce type de crack qui n'est pas qui est un petit peu insidieux depuis le début de l'année, qui peut toujours survenir et nous ramener le 10 ans au niveau des Fed Funds, ce qui ferait s'en BP encore plus haut. Il manque la vitesse pour que ce soit un crack, mais c'est quand même le sens qu'on prend pour l'instant. C'est le sens qu'on prend, la désinversion de la courbe, je pense, c'est peut-être l'événement, ce type de crack, qui modifiera l'économie sur 2024. Il y a un moment, ça risque de lâcher. 50-30 ans n'est plus inversé aux États-Unis. C'est ça. Il y a une partie de courbe qui est plus inversée par rapport à la partie de l'allocation. C'est la même question depuis le début de l'année. Comment vous battez le cash? Bon, on va y revenir. C'est vrai, j'aurais dû poser cette question tous les jours. Valérie, vos commentaires, et puis d'un point de vue de marché, avec votre analyse du marché, là, comment vous regardez ce qui se passe? Alors, j'appelle ça le trio infernal désormais, parce qu'on a l'impression que tout tourne un peu ensemble, entre le pétrole qui revient à $95, les taux américains, les taux longs réels qui continuent de s'envoler, et le dollar irrésistiblement haussier. Avec des phénomènes quand même de mouvements assez linéaires. Il n'y a pas de pause dans ces tendances-là. Ça met de la pression quand même, on le sent. Pour le moment, moi, je dirais que la pression, elle ne se fait pas trop sentir encore, parce que justement, les mouvements restent assez ordonnés. Sur les taux, peut-être que sur la dernière semaine ou sur les 10 derniers jours, on a eu une toute petite accélération haussière. Si on regarde toutes les mesures de volatilité historique, on est très bas. Enfin, oui, on est remonté en taux, pas dans des proportions qui sont beaucoup plus importantes que les hausses précédentes qu'on a eues au cours de 2023. Un peu plus maintenant, mais depuis peu de temps, depuis qu'on a renforcé les plus bas, en gros. Enfin, les plus hauts en taux, les plus bas en bond. Oui. Bon, mais c'est pas encore... moi, je pense que les gens ne sont pas encore franchement déstabilisés. D'accord. Il n'y a pas de panique, là. Il n'y a pas de trop de stress, au final, dans ce marché. Pour moi, c'est un petit peu ce qui m'étonne continuellement. C'est qu'en fait, comme vous le savez, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens réagissent aux événements. Ce n'est pas les événements en eux-mêmes qui, pour moi, sont importants. Et j'essaie toujours de trouver des mesures pour... essayer d'évaluer le niveau d'inquiétude des investisseurs. Une des mesures, bien entendu, de base qui est disponible sur tous les marchés à peu près, c'est les mesures de volatilité implicite. Alors, sur les devises, les volatilités implicites sont en gros au plus bas depuis un bon moment. Le dollar n'arrête pas de monter, il n'y a qu'un sens. Oui, mais on aurait... Enfin, vraiment, on est particulièrement bas pour un mouvement de cette amplitude-là, quand même. Ouais, surtout il y a une divergence entre la volatilité... Ça s'est fait depuis le début du mois d'août, parce qu'en fait, le dollar a fait un plus bas... fin juillet. Ouais, juillet. Oui, 1er juillet ou... Oui, je crois que c'était fin juin, début juillet, mais c'était à ce moment-là. Oui. C'était à ce moment-là. C'est peut-être la clôture trimestrielle, effectivement, 30 Je crois que c'était juin. Et après, il est parti à l'opposé, en ligne droite, tout le temps. Et la volatilité, elle a baissé pendant tout ce temps-là. Bon, c'est pas... Enfin, en fait, sur un marché de devises, la volatilité, c'est toujours compliqué parce qu'il y a toujours une devise qui monte pour une devise qui baisse. Donc, on ne peut pas dire que ça soit lié à une baisse d'une devise. En revanche, c'est l'effet surprise qui doit se retranscrire dans la volatilité. Donc, le changement de rythme, justement. Est-ce que les gens trouvent qu'ils sont confortablement dans leur position et ils ne redoutent pas un changement de rythme, ou est-ce qu'au contraire, ils se préparent à un changement important? En fait, une volatilité au plus bas, ça veut dire que les gens ne perçoivent pas de changement de cadre important. Donc, si on regarde ce qui s'est passé sur le dollar depuis une bonne année, finalement, on est monté, on a baissé, on a monté, baissé, monté, baissé, monté, baissé. Donc, les gens pensent qu'on reste dans ce cadre d'évolution, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. Sauf que là, le mouvement de hausse, il commence à être un petit peu au-delà des bornes que l'on avait connues. Et on a une situation qui est équivalente sur tous les marchés. On est exactement dans la même situation partout, en fait. Que ce soit les actions
où la volatilité a un petit peu moins baissé. Les obligations, où là aussi la volatilité, alors c'est pas facile là aussi la volatilité sur les obligations parce qu'il y a beaucoup d'effets d'arbitrage entre les taux courts et les taux longs, enfin bon. Mais néanmoins, l'indicateur synthétique qui s'appelle le MOVE, calculé par Bank of America, il était au plus bas il y a une semaine, quoi. Et là, il commence juste à remonter. Alors que les taux ont déjà pris 50 BP, quoi. Oui, c'est ça. Et qu'on vient à peine de faire de nouveau plus bas. Hein. Si on pense... En fait, pour que ces taux cessent de monter, je me suis encore trompée, j'ai dit les taux ont fait des nouveaux plus bas. Oui, les obligations. Voilà, oui. toujours le problème quand on parle taux obligue. Si sur les obligations, on avait dû avoir un point bas à ce moment-là, on aurait dû avoir un spike de volatilité. Déjà très haut. D'accord. On ne l'a pas, donc il va falloir que... Mais ça veut dire que la vitesse, le potentiel de vitesse est encore devant nous sur ces actifs-là. Ouais. Absolument. Donc, quand on voit les corrélations actuelles qui existent sur les marchés, alors elles peuvent changer à tout moment, hein, ça on ne sait jamais, mais en se projetant dans ce type de corrélation, ça veut dire que le dollar poursuit sa hausse et que a priori les actions, ça va quand même pas être facile. Le value va peut-être rester correct, mais tout ce qui est croissance, ça va avoir du mal. Donc, mais on voit que les gens n'ont pas encore vraiment pris ce problème à bras-le-corps et tout le monde reste confortablement dans le scénario qui a été celui de 2023, donc un scénario très tranquille. Enfin, tranquille sur les grandeurs macro. Ça bouscule pas encore assez les convictions. Non, mais on a un risque quand même. Enfin, là, le pétrole, il est en train d'arriver sur des niveaux qui sont... Bon, si on va à 100, ça va faire un petit... Oui, on le saura, oui, ça je vous confirme. Ça je vous confirme qu'on le saura. Le dollar yen, il est... 150 quasiment. Vachement, il est super haut, le dollar yen. Donc tout ça, c'est et personne ne réagit trop. Donc, comment vous regardez, Bastien et puis Axel, là, ces nœuds de tension, effectivement, alors ces tendances qui se poursuivent ou qui atteignent peut-être des niveaux un peu extrêmes. Le pétrole, effectivement, dans le jeu des marchés, dans le jeu macro pour 2024, c'est un élément qu'on surveille, j'imagine. Oui. Alors je commence ou... Oui, vas-y, Bastien, bien sûr. L'un des trucs qui est très originaux depuis 2 ans, c'est la corrélation entre le dollar et le pétrole. Parce qu'on a eu pendant des décennies le dollar et le pétrole qui étaient anticorrélés. Quand l'un montait, l'autre baissait et inversement. Et la causalité pouvait aller dans les deux sens. En gros, les études académiques montrent qu'il y en a un tiers qui disent que ça va dans un sens, un tiers qui disent que ça va dans l'autre sens, puis un tiers qui dit que ça peut aller dans les deux sens. Mais bon, bref, il y avait une corrélation négative entre les deux, entre le pétrole et le dollar. Et là, on a complètement perdu ça depuis 2 ans. Et ce que vous disiez, c'est que le dollar a monté quand même pas mal depuis 2 mois, le pétrole aussi. Et en même temps, les deux ont monté en même temps. Et on se retrouve avec un dollar qui est assez cher et un pétrole qui est assez cher en même temps. Et ça, c'est assez inédit quand même, si on va chercher même très loin dans les périodes historiques. Et ça, c'est un problème pour qui ? C'est un problème pour l'Europe et pour le Japon, notamment, et aussi un petit peu pour la Chine. Parce qu'eux voient leur devise en train de se déprécier par rapport au dollar et le pétrole qui est en train de monter, le pétrole qui est en dollars qui est en train de monter. Donc ça fait une sorte de double peine pour eux. Et quand on regarde, quand on calcule par exemple le pétrole en euros ou le pétrole en yens, on n'est pas au plus haut historique, mais on est vraiment en train de revenir sur des niveaux qui sont très élevés. Et même quand du coup, quand on regarde l'historique de prix à la pompe en Europe ou en France, on voit qu'on n'est plus forcément très très loin des plus hauts historiques. Donc, même si pour le pétrole consommé par les ménages, la proportion par rapport aux revenus disponibles pèse moins qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Oui, c'est-à-dire que bon, mais effectivement, l'intensité énergétique finalement de la consommation, elle est peut-être moins forte, mais quand même, on a aujourd'hui des prix à la pompe qui augmentent de façon sensible pour l'Europe, pour le Japon, encore plus. Et ça, c'est pas encore complètement un problème pour l'inflation, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a des effets de base qui sont un petit peu différents pour l'Europe. Le pic pour le CPI, enfin pour les prix énergétiques, le CPI énergie de la zone euro, le pic c'était en octobre 2022. D'accord. Et ça veut dire que les effets de base vont continuer à être encore un peu plus favorables jusqu'au chiffre d'octobre qui sera publié donc fin octobre.
Et après, les effets de base deviendront moins, bien sûr, moins favorables. Nettement moins favorables. En revanche, donc, même si ce n'est pas forcément un problème direct pour l'inflation, ça peut l'être pour la croissance. Ça l'est pour le pouvoir d'achat. Et on voit le gros problème de l'Europe, c'est le pouvoir d'achat et la consommation qui sont vraiment en berne actuellement, notamment en Allemagne ou même en France. On voit que ça peut, ça accroît le risque de récession, pour dire les choses de manière simple. Pour dire les choses oui, c'est complètement récessionniste, complètement. Sur ces actifs, pétrole, taux, on en a parlé, mais le dollar aussi. Alors voilà, tout se tient. Axel, encore une fois, quelle est la limite, effectivement, de ces mouvements La limite sur le pétrole, je pense qu'elle est assez haute. C'est-à-dire que on a été un petit peu aveuglé par la politique de Biden de mettre 1 million de barils du jour sur le marché pendant tout 2022. On a oublié ça. Et l'enjeu des midterms. Et quand vous mettez pendant 6 mois 1 million de barils jour, c'est à peu près 1% de la population, de la production mondiale de pétrole. Vous changez l'équilibre du marché, sauf que maintenant on est sur l'os. C'est-à-dire que quand on regarde les stocks stratégiques, on est à 370 000 millions de barils, je pense, ce qui fait pas grand-chose en termes de... Ça a été vidé de 60%, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Donc on est sur l'os, ce qui veut dire que maintenant l'État fédéral va être acheteur à terme de pétrole. Il va falloir les reconstituer. 70-80 $, c'était le prix qu'ils avaient indiqué, je crois que c'est ça. Ils espéraient c'est raté. 69, c'est raté. En fait, c'est raté. Et donc, non seulement ça aura sans doute un coût budgétaire qu'il faut pas négliger, mais en plus, on aura non pas juste une situation de stock tendu qui fait monter les prix à brève échéance, les prix courants, mais probablement un nouvel équilibre sur le marché du pétrole. Et ce, malgré la production américaine qui monte, malgré... elle a monté de quasiment 400 000 barils jour en quelques semaines. Là, on est passé de 12,4 millions à 12,8 millions, quasiment les plus hauts historiques sur le pétrole proprement dit. Mais bon, on le sait depuis des années que le marché du pétrole ne peut pas s'équilibrer sans croissance forte du shale. Et donc, là, pour le coup, ces producteurs ont été échaudés par 2020, échaudés avant par 2015, sont beaucoup plus prudents dans leur politique d'expansion. Et d'ailleurs... Les cash flows plutôt que les capex, c'est ce qu'ils disent depuis longtemps maintenant. Les cash flows plutôt que les capex, et surtout des rémunérations pour le top management de ces boîtes qui sont plus indexées sur la croissance, mais plutôt sur la rentabilité. Il y a plus d'incitation à croître. Ça change beaucoup de choses. Donc on est sur un trend d'expansion beaucoup plus faible. Modéré. Je pense que ça joue énormément dans l'appréhension des enjeux ESG aux États-Unis qui sont clairement qui étaient déjà pas très importants, mais qui sont clairement infléchis. Donc on a, je pense, cette prise de conscience que ça va coincer sur le prix du pétrole. La deuxième chose qui fait très peur sur le prix du pétrole, c'est que pendant tout le début de l'année, beaucoup de hedge funds ont perdu beaucoup d'argent sur le pétrole en regardant cet équilibre, en étant long, mais en voyant les positions longues spéculatives être débouclées sur les CTA qui sortaient, un certain nombre de fonds. Aujourd'hui, là aussi, on est la position net longue spéculative a peut-être été divisée par 4. Donc il y a un potentiel pour que cette thématique revienne. C'est un vrai pain trade, c'est ça. Les 30% de hausse du pétrole cet été, c'est un pain trade pour beaucoup d'investisseurs. Pour beaucoup de gens, et maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont courir derrière, je pense, et qui peuvent rajouter à amplifier le mouvement sur le marché du pétrole. Donc, est-ce que les Saoudiens peuvent tenir? Si c'est ça la clé. Est-ce que les Saoudiens, avec les coupes de production qu'ils ont prolongées de 3 mois d'un coup, est-ce qu'ils peuvent tenir? Ou est-ce qu'à un moment, tout le monde le sait, c'est qu'il y a un moment, le prix peut détruire la demande. Alors vous dites ce prix qui détruirait la demande est peut-être éloigné aujourd'hui. Est-ce que les Saoudiens peuvent tenir encore? Est-ce que l'équilibre leur convient aujourd'hui? Alors, on peut détruire la demande et avoir néanmoins envie de reconstituer un petit peu les stocks. C'est un petit peu cet équilibre-là. Ce qui est, je pense, ce qui va à l'encontre de cet argument, c'est que cette remontée du pétrole, elle se fait avec une croissance chinoise extrêmement médiocre et du 0,1 plus en Europe. Donc, si jamais on a un petit peu de croissance dans ces deux zones... c'est ça. Comme pour l'immobilier, la moindre demande supplémentaire, ça va avoir un impact sur les prix qui risque d'être très important. Donc, moi, c'est ce que je pense... Je disais en préambule, je pense que la symétrie des risques sur l'inflation reste quand même toujours à la hausse pour des raisons de ce type. Est-ce qu'il faudra couper l'herbe sous le pied des Saoudiens en provoquant une récession et d'autoriser de faire baisser le prix du baril?
ou alors trouver un autre équilibre sur le marché du prix du pétrole avec une pression plus forte, mais ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Ouais. Valérie, bon, je reprends, tout ça plaide pour l'idée qu'il n'y a pas encore assez de vitesse peut-être dans ces mouvements de marché, enfin en tout cas que le gros de la vitesse est peut-être encore à venir. Ce qui est marquant quand même, c'est la résistance des marchés actions. Je l'avais dit, ça tourne. Mais quand même, on a baissé de quoi 3, 4% à peine sur les grands indices. En Europe, on a résisté à 20% de baisse du luxe. Aux États-Unis, on a résisté là aussi au de-rating de quelques grosses valeurs du Nasdaq. Alors, voilà, les indices sont plus sur tout à fait leur sommet, mais quand même. Ouais. Alors, il y a un an, ou un peu plus d'un an, tout le monde était super négatif, tout le monde s'attendait à une récession. Donc on a attaqué l'année 2023 avec une majorité des investisseurs qui étaient sous-exposés au marché actions. Et qui, finalement, après un premier trimestre où on a eu des résultats qui étaient nettement meilleurs que redoutés, des mesures, enfin un chômage, une inflation, plein de choses qui ne témoignaient pas de ce qui était attendu. Ouais. Les expositions sont remontées peu à peu forcément, parce que on peut pas. Et d'ailleurs, oui, le pain trade. Ce fameux débat qui est finalement la récession américaine, elle va pas forcément avoir lieu. La Fed remonte ses anticipations pour 2023, pour 2024, etc. Bref. Donc on n'a plus un marché qui est sous-exposé a priori. Je ne pense pas que les gens soient surexposés en masse non plus. C'est pas ce que je constate non plus dans les données. A priori, c'est neutre. Maintenant, tout le monde dit je suis neutre. C'est plutôt assez neutre, effectivement. Mais c'est neutre et les indices sont partout dans des consolidations, disons, parce que on n'a pas encore franchi aucun des sommets de 2021 en 2022 selon les secteurs, selon les valeurs. Enfin, il y a quelques valeurs qui ont franchi leur précédent sommet, mais on les compte un petit peu sur. Elles sont pas très nombreuses. Ouais. En secteur, en tout cas, c'est pas très nombreux. Donc, on a beaucoup de gens qui sont entrés dans le marché forcés, pour suivre, parce que il peut pas se permettre d'être trop sous-exposé. Et ça, c'est la pire des positions pour changer d'avis, parce que il n'y a aucune raison qu'ils vont vraiment vous donner tort. Vu qu'on fait quelque chose, on n'est pas vraiment d'accord avec ce qu'on fait. Mais donc, en fait, les gens sont coincés dans la situation actuelle. Et je pense que c'est ce que l'on voit sur ces marchés actions. C'est des gens qui attendent. Pendant l'année, il y a eu beaucoup de remarques comme quoi, la tech c'est super, le luxe c'est super, ça gagne tout le temps, ils vendent tout le temps plus, ils peuvent tout le temps monter les prix, etc. On a eu des discours qui étaient un petit peu très, très enthousiastes. Voilà. On a eu bien entendu l'intelligence artificielle aussi qui a bouleversé le monde de la technologie. Donc peut-être des pics d'enthousiasme sur ces secteurs clés des indices pour les États-Unis et pour l'Europe. Enfin, il y a eu des poches d'euphorie quand même, comme ça, ici et là. Des poches d'euphorie sectorielles, comme on avait eu des poches d'euphorie l'année 2021, etc. Enfin, et en fait, tout ça, ça fait que on est condamné. On est condamné à baisser à un moment donné. On peut rester sans rien faire, remonter un tout petit peu, mais on va se prendre une claque. Pour moi, il n'y a pas d'issue différente. C'est l'issue la plus probable. Ou alors, il va vraiment falloir, sinon, beaucoup de temps pour qu'on aille sectoriellement purger les portefeuilles. Mais votre expérience vous fait dire que c'est ça. Il y a quand même une chance que ça se fasse plus vite que qu'un scénario de 6 mois de distribution ou de consolidation. Il faut acheter de la dette corporate, le high yield c'est super. Que je regarde l'évolution du high yield qui s'est pris quand même toute la hausse de taux, même si les spreads sont corrects. Les spreads sont serrés, oui. Je suis juste un tout petit peu sceptique. Et du coup, s'il faut aller dans c'est un peu comme le luxe, ça marche tout le temps. Vous vous rendez compte que les taux sont montés et les spreads ne sont pas écartés. C'est vrai, quand 100% des gens pensent que ça marche tout le temps, oui. Normalement, quand les taux remontent, bien sûr, le high yield, s'il faut décrire un scénario alors de la claque, comme vous dites, Valérie, je veux dire, quel niveau il faut avoir c'est moins 10, moins 15. D'accord. Non, mais je veux dire, moi, je pensais au point bas de 2022. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Bah oui. D'accord.
Parce qu'ils sont quand même loin en dessous de nous, les points bas de 2022. Oui. Oui. D'accord. Oui, en fait, personne n'a tort et personne n'a raison. Actuellement, parce qu'on ne sait pas encore, cette récession, elle n'existe pas, il n'y a pas franchement de croissance non plus, on est dans un truc qui est mou. Donc, sur les indices, là, on est allé dans un extrait où tout le monde se dit, finalement, il faut voir les côtés positifs. On peut aller dans l'autre extrême, qui est, il faut voir les côtés négatifs. Et ça va nous renvoyer sur le bas du range. Enfin, pour moi, c'est mon cadre de travail. Oui, bien j'entends. entendu, Bien j'ajuste sûr. parce qu'en fait, tout cela, ça va dépendre de la vitesse à laquelle le sentiment s'ajuste. D'accord, je comprends. Mais pour le moment, le sentiment, il bouge super doucement. Ouais. Même en Europe, là, les gens ont acheté la récente baisse sur les indices européens. Bah oui. Ah bah oui, Non, mais il n'y a pas d'émotion forte. Il n'y a pas encore d'émotion suffisamment les gens forte. continuent à être contrariants, donc c'est pas... Sur la résistance des actions, comment on explique ce phénomène aujourd'hui, Bastien ? C'est quand même largement parce que c'est la même cause que le higher for longer, quoi. C'est le fait que y a le narratif du soft landing qui s'est vraiment mis en place, que rien ne craque, quoi. Mais après, la situation est complètement paradoxale parce que c'est une sorte de stagflation, mais complètement édulcorée. C'est-à-dire que stagflation dans les années 70, c'était une inflation qui était très élevée, avec un taux de chômage qui montait beaucoup, puis une croissance qui de temps en temps était un peu vraiment négative. Là, l'inflation est très élevée, mais on n'a pas la croissance qui passe vraiment au territoire négatif, puis on n'a pas l'inflation le chômage qui monte vraiment. Ça monte un petit peu quand même, à droite, à gauche. Si on regarde, je sais pas, le Royaume-Uni, l'Australie, différents pays européens, on voit quand même des petites évolutions, mais c'est pas du tout le même degré de gravité que les années 70, quoi. Donc il y a un peu ce scénario finalement de stagflation dure qui a été évacué par le marché et qui explique un peu cette résistance, quoi, parce qu'il y avait quand même des scénarios qui étaient très négatifs il y a quelques temps. À propos du marché du travail, pour rajouter un peu de piment à la complexité de la situation, les investisseurs vont bientôt vivre sans statistiques américaines. Oui. Alors, c'est ça, pas encore Bastien ? complètement sûr. C'est pas encore complètement sûr, mais disons qu'il y a une probabilité qu'il y ait un shutdown, donc une fermeture du gouvernement américain. La probabilité est quand même très élevée parce que la situation politique, elle est insoluble quelque part. Il faudrait que il faudra en passer par un shutdown pour trouver une solution, quoi. Oui, franchement, la situation est quand même très très compliquée. On ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais l'une des conséquences, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de publications économiques qui ne vont pas sortir, même si les différentes agences ont toutes les données pour publier, elles ne vont pas forcément le faire. Et donc, si le shutdown commence ce dimanche, ça voudrait dire que la semaine prochaine, par exemple, on n'aurait pas le job report, le rapport sur l'emploi, on ne l'aurait pas. Et il y a vraiment beaucoup de statistiques qu'on n'aurait pas. Par exemple, au bureau du recensement, il y a les achats immobiliers, tout ce type. Et ces bureaux-là, le BLS et les autres bureaux de statistiques, normalement, vont être concernés par le shutdown. Toutes les administrations peuvent ne pas fermer non plus. Celle-ci serait concernée par le shutdown, et donc il n'y aurait pas de publication de ces instituts. Alors, ce qu'il pourrait y avoir, ce qui va continuer, c'est les publications de la Fed, qui a un financement qui est différent. Mais les statistiques, elles sont intéressantes, mais elles ne vont pas forcément nous éclairer sur tout, quoi. On peut avoir la production industrielle, le bilan de la Fed, le bilan des banques commerciales, mais on ne va pas forcément aller très très loin, par exemple, sur le marché du travail, quoi. On ne va pas voir grand-chose, et ça tombe quand même mal dans un moment où on ne sait pas forcément très bien où on en est, parce que déjà la fiabilité des statistiques ces derniers temps est quand même relativement faible, du fait de tous les problèmes de désaisonnalisation qu'il peut y avoir notamment. Et on va se retrouver dans une période encore plus floue, où on aura encore moins de statistiques auxquelles se fier, quoi. C'est bien, ça va. Il faudrait mettre les marchés en pause. Est-ce qu'on ne peut pas décider de mettre Wall Street en pause pendant le government shutdown ? Ça ne va pas arriver. Bon, après, on a eu l'habitude. Le plus gros des dernières années, c'était sous Trump. C'est ça, ça veut dire plus d'une trentaine de jours. C'est ça ? 35, oui. Bon. On verra comment les choses évoluent sur le plan. De toute façon, la séquence politique va nous accompagner pendant plus d'un an maintenant aux États-Unis. C'est parti jusqu'à l'élection présidentielle. Axel, si vous avez des commentaires sur le shutdown et ce que ça peut générer, peut-être d'ailleurs sur le plan conjoncturel pour les Américains. Mais je voulais bien, repartant de l'idée de la hausse des taux longs et des taux longs réels, un risque qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le risque de stabilité financière. Enfin, on parlait que de ça il y a 6 mois au moment de SVB parce que les taux longs étaient à 4%.
on est à plus de 4,60 et j'ai pas l'impression que ce soit un sujet qui revienne là comme ça dans les débats ou dans les discussions de manière naturelle. Alors je le mets sur la table. Est-ce qu'il faut reparler de ce sujet-là? Alors oui, d'instabilité financière ou simplement de dislocation du marché. C'est deux choses un petit peu différentes. En ce moment, on s'inquiète beaucoup de l'ampleur de ce qu'on appelle les basis trades, c'est-à-dire des arbitrages entre futurs et obligations cash sur le marché des treasuries. C'est-à-dire vous avez des écarts de prix qui sont, disons, la conséquence d'une régulation bancaire qui fait que les banques sont moins actives dans l'activité de market making et la liquidité du marché secondaire, elle est assurée par des hedge funds, des arbitragistes, des gens qui cherchent des profits rapides et qui sont financés sur le marché du repo. Donc, c'est donc des marchés à court terme. En fait, ils achètent des obligations en empruntant le cash et en garantissant, en apportant ces titres en garantie, et ils arbitrent avec le marché de futur. Donc, il y a des petits écarts à jouer, mais les pauses sont tellement énormes que potentiellement on peut avoir des épisodes de volatilité très fortes qui peuvent nous ramener par exemple aux tensions qu'on avait eues sur le repo en septembre 2019. Donc et avec tous les aspects de risque moral qui vont avec, c'est-à-dire que la Fed forcément sera forcée d'intervenir au moment où ils ont plutôt envie de resserrer la politique monétaire, être obligés de faire des opérations inverses, un peu comme pendant SVB. La plomberie, quoi. La plomberie. Et donc, voilà. Est-ce que ça engendre de l'instabilité financière? Je pense que pour avoir beaucoup d'instabilité financière, il faut quand même un affaiblissement économique significative qui ramène des défauts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste peut-être le paradoxe. On est dans une situation où, par exemple en Europe, la faiblesse de la croissance n'a pas du tout fait monter les taux de défaut. Il y a évidemment toujours des sujets, jamais zéro défaut dans une économie même qui va bien. Donc, mais les taux de défaut sont relativement réduits. Il faut avoir un emballement. Il y a une part de ça, évidemment. C'est une des raisons de la résilience des actions, c'est le higher for longer des marges dans beaucoup de secteurs. Et dans les secteurs d'ailleurs qui ont subi des baisses de marge, c'est ceux qui aujourd'hui vont profiter de la remontée des prix des matières premières. Donc ça va aussi être stabilisant pour ces secteurs-là. Donc voilà, on a quand même un certain nombre de paradoxes qui, suivant la durée du resserrement monétaire, peuvent s'inverser et engendrer, si ça engendre des défauts, alors il y aura un peu d'instabilité financière dans tous les produits dérivés ou de titrisation qui sont assis sur le risque de crédit. Et là, on pourra peut-être parler d'instabilité parce que ça engendrera des besoins de liquidité et des pertes, évidemment, dans les acteurs financiers. Gardez la parole, Axel, sur la logique d'investissement, donc. Qui peut battre le cash? Est-ce qu'il y a d'autres segments de marché où on est encore confortable, hormis le très court américain, en plus, qui rémunère le mieux aujourd'hui et pas forcément couvert? Le dollar n'arrête pas de monter. Donc. Le dollar n'arrête pas de monter. Effectivement, le dollar, c'est peut-être aussi un paradoxe. On a beaucoup parlé de la hausse du dollar. Ça s'est fait aussi dans un contexte où tout le monde s'enthousiasmait sur l'extension des BRICS et la dédollarisation. Donc c'est un contre-pied qui est assez intéressant. J'ai vu que c'est plutôt l'euro qui baisse dans la part des échanges mondiaux. C'est pas le dollar. Le dollar est au plus haut, mais l'euro en tant que monnaie de commerce a perdu beaucoup de parts de marché quand même, visiblement. Effectivement. Et, donc, et peut-être qu'un jour les Saoudiens se lasseront de retenir des yuan en règlement de leur pétrole. En tout cas, on verra, mais c'est effectivement le dollar qui est à la fois la monnaie de réserve mondiale, mais aussi un bon baromètre de la version Polaris, qui est une référence pour tout le monde, l'ancrage de tous les actifs. Donc c'est incontournable. Les taux courts américains sont, à mon avis, très difficiles à battre, parce que avec la configuration d'une courbe encore inversée, même si vous allez prendre du risque de crédit, finalement, l'excès de rendement par rapport au cash est peut-être trop faible pour justifier d'aller s'exposer. Il y a une histoire de ce qu'on appelle time value for money, c'est-à-dire que quand vous investissez sur du 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous loquez à un certain taux, vous avez une duration supérieure, c'est-à-dire que votre actif va performer plus longtemps. Pour autant, la position d'attente aujourd'hui, elle n'est peut-être pas forcément mauvaise. Au sein du marché action, on a une configuration où
les secteurs de croissance, je pense la dénominateur commun de l'IA, etc., sur laquelle on revient un petit peu, le luxe, etc., c'est quand même cette dimension croissance et la sensibilité au taux long. La duration, quoi. Et donc, la pontification favorable à la value, ça se paye moins cher. Modulo, quand même, les conflits sociaux qu'on voit dans le manuf américain, par exemple, qui se tapent précisément sur ces secteurs value. Mais ces rotations vont continuer. Et puis après, on a effectivement l'inflation courte, des taux réels à 3,25. Il ne peut pas vous arriver grand-chose. Donc, avec en plus une sensi pétrole, cette partie de la courbe qui peut être intéressante et un bon hedge pour le marché. Valérie, donc j'ai compris, il faut être couvert, quoi. Oui, sur les actions, même sur les obliques, oui, il faut plutôt être couvert. Donc là, tout de suite, à part des taux très très courts du monétaire, des choses comme ça, il n'y a pas grand-chose. Mais après, je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura certainement des opportunités à saisir. Mais pour le moment, il vaut mieux être avec des valeurs pétrolières, valeurs bancaires, et puis... il y a un peu de pharmacie. D'accord, si on veut des actions, c'est plutôt ce genre de secteur, de thème qu'il faut avoir. Il y a des industriels qui sont toujours bien, parce qu'il y a de tout dans le secteur industriel. Mais tout va quand même plus... Il n'y a pas grand-chose qui sont en situation de monter, franchement. Mais il y a des choses qui vont baisser moins que d'autres. Donc, s'il y en a ça et qu'on est couvert... on peut traverser, quoi. Ça peut traverser. On navigue. Bastien ? Nous, c'est toujours un discours de prudence sur les actions, et en attendant de revenir peut-être plus franchement sur les secteurs de croissance, en fait, sur les mois qui arrivent. Mais bon, on attend... Mais je comprends. Voilà, on en est à la question du timing. Exactement. On reviendra. Le luxe, ça reste de la qualité, etc. Bon, est-ce que c'est le bon timing pour y revenir ? Peut-être pas encore. Donc là, on est plutôt dans une position d'attente de ce point de vue-là. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Bastien Drus, CPR Asset Management, Axel Bott, Ostrom AM et Valérie Gastaldi, Day by Day. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés boursiers africains. Nous en parlons régulièrement avec Wissem Barbouchi, qu'on retrouve ce soir à mes côtés en plateau, le président fondateur d'Aube Africa Asset Management. Bonsoir Wissem. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. On fait un point tous les 3 mois pour suivre l'évolution des marchés boursiers africains. Encore une fois, je le dis souvent en préambule, toujours compliqué de résumer l'Afrique boursière, l'Afrique en général, mais l'Afrique boursière est aussi compliqué à résumer. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément pour avoir une vue un peu d'ensemble de la performance des grands marchés boursiers africains aux 3/4 de cette année 2023 ? Il y a des performances positives en Afrique, comme on peut en trouver sur les marchés développés aujourd'hui. Oui, alors effectivement, il faut toujours avoir cette vision hétérogène de la place africaine et des pays qui sont sur le continent africain. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que on va dire à 3/4 du parcours, la plupart des places boursières africaines sont dans le vert. On a plusieurs places qui sont même à plus de 30%. Je pense par exemple au Nigeria qui a plus 35, ou au marché égyptien qui est aussi à plus 35. Et puis on a marginalement quelques marchés qui sont dans le rouge. Je pense notamment au Kenya, mais qui souffrent peut-être pas plus des performances un peu décevantes d'une entreprise qui s'appelle Safaricom que de sujets macroéconomiques qu'on pourrait voir sur d'autres marchés par exemple. Est-ce que ces performances positives qu'on observe, est-ce qu'elles s'accompagnent de flux d'investissement ? Alors là aussi, peut-être pas sur l'ensemble du territoire africain, mais est-ce qu'il y a des marchés qui ont profité de flux d'investissement étrangers, peut-être d'ailleurs plus importants que d'habitude ? Oui, alors c'est vrai que les flux étrangers sont souvent guidés par à la fois les éléments macroéconomiques, mais aussi surtout par les niveaux de valorisation. Ouais. Et on a vu par exemple dans le cas du marché marocain que les niveaux de valorisation en début d'année, qui étaient autour de 15-16 fois les résultats, étaient en dessous des moyennes historiques, qui sont elles plutôt autour de 22-23 fois les résultats. Et donc ça a attiré pas mal d'investisseurs européens, nord-américains et aussi sud-africains. Les performances que vous avez décrites, elles sont en devise locale, c'est ça, Wissem. Le jeu des devises est toujours important sur les marchés, particulièrement quand on est sur des marchés émergents, comme les marchés boursiers africains. Qu'est-ce que ça donne en euros pour juger un petit peu justement des mouvements de devises qu'on a pu avoir sur certains de ces grands marchés africains ? Oui, alors on a eu depuis le début d'année quelques mouvements de devises. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a toujours quelques devises qui sont relativement stables par rapport à l'euro et au dollar.
On prend le cas du dirham marocain, qui est toujours relativement stable sur une période assez longue. Si on regarde sur les 10-15 dernières années, on est toujours à 10,5, 11 dirhams pour 1 euro. On a toujours ce franc CFA qui est stable par rapport à l'euro. Et puis on a aussi quelques marchés qui, depuis quand même plusieurs années, ont des devises qui sont souvent dévaluées. Je pense au cas de la livre égyptienne, qui avait pris un choc en 2016, qui a de nouveau pris un choc en début d'année. Et puis plus récemment, la devise nigériane, le Naira, qui a été fortement dévaluée après l'arrivée du nouveau président et qui a eu évidemment un impact pour les investisseurs en euros. Mais disons que sur le long terme, ces dévaluations sont toujours des éléments plutôt positifs parce que elles permettent... C'est pro-croissance, quoi. Exactement. Voilà, c'est un boost pour la croissance future. Exactement. Ça permet aux investisseurs de revenir. Ceux qui avaient un petit peu déserté ces marchés-là reviennent. Ça permet aussi à un marché parallèle qui, dans le cadre du Nigeria, par exemple, était très développé, de disparaître marginalement. Et puis, ça permet aussi aux entreprises de retrouver des devises qui, à un moment donné, pouvaient être difficiles à trouver pour pouvoir reconstituer leur stock notamment. Et les boîtes, dans le cadre d'évaluation importante de la devise domestique, elles arrivent à gérer ça en termes de pricing notamment, elles arrivent à passer justement peut-être des prix différents au client final. Oui, alors ce qui se passe aussi après une dévaluation importante, c'est que souvent on observe des niveaux d'inflation qui sont très élevés, quelques mois après, on le voit bien, notamment là aussi au Nigeria ou en Égypte, ou dans le cas de l'Égypte, on a des taux d'inflation qui avoisinent les 20% depuis plusieurs mois. Mais disons que les entreprises, et si on prend le cas de l'Égypte, sont capables effectivement d'avoir du pricing power, d'augmenter les prix et de maintenir leur niveau de marge, d'autant plus que pour la plupart d'entre elles, elles bénéficient du fait que pour certaines matières premières, les niveaux qu'on a vus à des niveaux historiques juste après le début de la guerre Russie-Ukraine, là reviennent sur des niveaux un peu plus normatifs. Ouais. Oui, donc elles arrivent à effectivement gérer ces phases de dévaluation. Il faut qu'on parle de géopolitique, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est business as usual. Non, mais je veux dire, pareil, comme sur les devises, l'investisseur présent en Afrique, il a l'habitude de la géopolitique et en l'occurrence des coups d'État, puisque ce qui a marqué quand même ces derniers mois en Afrique, il y a eu 2 coups d'État coup sur coup, Niger et Gabon. Qu'est-ce que ça implique comme situation pour l'investisseur sur place, sur ces marchés? Qu'est-ce qu'on peut dire des effets au moment des annonces ou des coups d'État et quelques semaines ou quelques mois après? Quelle est la situation? Alors, c'est vrai que si on regarde sur moyenne période, sur les 4 dernières années, il y a eu 6 coups d'État en Afrique et 2 donc en 2023. Alors, c'est vrai que deux marchés qui sont des marchés qui sont entre guillemets des petits marchés en termes de population, en termes de géographie en Afrique. Ce qu'on voit, c'est que si on prend le cas par exemple du Gabon, qui est un cas assez récent, pour les performances boursières des entreprises qui y sont exposées, alors il y en a quelques-unes qui sont en plus cotées sur Euronext, on prend par exemple le cas de Total Gabon ou d'Eramet, on voit que le jour de l'annonce, évidemment, les cours de bourse baissent. Et que très rapidement, en fait, on voit un retour au niveau... C'est revenu équivalent. C'est revenu. Alors de mémoire, je pense que Total Gabon doit être à 170 ou 175 euros. On devait peut-être à 180 ou 185 avant le coup d'État. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les putschistes, ils n'ont aucun intérêt à faire en sorte que les entreprises qui font travailler des gens, qui paient des impôts et qui participent au développement de leur économie soient à un moment donné arrêtées. Et donc ce qu'on voit, c'est que les coups d'État, c'est sûr que ça entraîne une certaine instabilité politique à un moment donné, mais sur le plan business, sur le moyen long terme, ça ne change pas vraiment grand-chose. Et on reste business friendly, on ne fait pas défaut sur sa dette non plus. Exactement, on ne fait pas défaut sur sa dette. On garde une certaine confiance, on essaye de maintenir une certaine confiance vis-à-vis des investisseurs. On l'a vu sur le Tchad, par exemple, sur la Centrafrique également, où malgré les difficultés politiques, effectivement, il n'y a pas eu de défaut sur la dette et les États continuent de rembourser correctement. Si on parle de votre fonds et de la stratégie Aube Africa Asset Management, belle performance quand même depuis le début de l'année, Wissem, plus 16,5% à date, c'est ça comme on dit, Wissem. Comment se décompose cette performance? Quels ont été les moteurs là, dans la performance des actions africaines? C'est un fonds 100% actions, je le rappelle, sur lesquels vous avez investi. Alors vous savez, nous on a une stratégie qui est basée sur plusieurs éléments. La première, c'est qu'on aime bien le segment small mid cap, donc depuis le début on est toujours intéressé par ce segment-là qui a relativement bien performé depuis le début de l'année. On aime bien les entreprises du secteur de la consommation parce qu'on considère que ce sont elles qui vont bénéficier le plus des drivers long terme auxquels nous croyons depuis le début, c'est-à-dire la croissance économique, la croissance démographique et le fait qu'on a une population, une émergence de la classe moyenne qui est de plus en plus visible. Et on le voit à travers certains secteurs comme le secteur de l'assurance par exemple, où les taux de pénétration commencent à atteindre des niveaux relativement intéressants sur certains marchés. Et puis
En réalité, c'est vrai que quand on regarde la performance du portefeuille, on voit que sur cette année, on a bénéficié d'un recentrage qu'on a mis en place depuis 2 ans, qui était d'aller sur des marchés où on considérait que le risque de devise était un peu plus limité, notamment le Maroc ou la Bourse régionale des valeurs mobilières, mais aussi l'Égypte, au moment du passage au régime de change flottant. Et on voit que cette stratégie-là commence un petit peu à payer. Et si on prend le cas de l'Égypte, où on voit qu'il y a quand même une dévaluation en début d'année. La livre égyptienne a perdu environ 30%. On s'aperçoit que les vents contraires liés à la dévaluation ont largement été compensés par les vents positifs liés aux performances opérationnelles des entreprises. Et donc, tout ça cumulé fait que la poche égyptienne a bien performé, la poche Bourse régionale des valeurs mobilières, donc Afrique de l'Ouest, a relativement bien performé, la poche marocaine a également bien performé. Et puis, on a une petite valeur, petite, elle n'est plus vraiment petite, puisqu'elle fait plus d'1 milliard de capitalisation boursière aujourd'hui. On a une société portugaise qui s'appelle Mota-Inguil. On a déjà parlé, je crois. Dont on a déjà parlé, je pense, lors de passages précédents. Je pense peut-être lors de mon dernier passage où j'en ai parlé, c'était peut-être à 1 euro ou 1,10 €, et qu'aujourd'hui elle est à environ 3,40 €. Vous voyez, donc le cours de bourse a triplé depuis le début de l'année. Et c'est une entreprise auquel on croit toujours parce qu'elle est impliquée dans le secteur du BTP en Afrique subsaharienne. Alors historiquement dans les pays lusophones, mais de plus en plus dans des pays aussi anglophones comme le Nigeria ou francophones comme la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas un petit intérêt spéculatif aussi sur la valeur? Il n'y avait pas l'idée d'une possible MNS sur la valeur? Un actionnaire chinois qui aujourd'hui a une part significative du capital, et donc on croise les doigts pour que... Oui, ça n'a pas bougé, mais c'est toujours là. Secteur bancaire, vous aimez bien aussi, là aussi, alors c'est très différent de la manière dont on traite les banques sur les marchés européens. Là-bas, c'est des marchés en croissance, c'est ça? Oui, alors on a des taux de pénétration qui sont relativement faibles. Je parlais du secteur de l'assurance, où c'est un secteur qui doit bénéficier de l'émergence de cette classe moyenne qui a vocation à épargner. Dans le cas du secteur bancaire, c'est vrai que là aussi, on est sur certains marchés où on s'aperçoit que la bancarisation est en train de se développer et que les acteurs du secteur bancaire sont vraiment des acteurs du secteur bancaire. C'est-à-dire qu'il y a des dépôts et il y a des crédits et qu'il y a encore très peu de banques en Afrique finalement qui sont des banques universelles comme on peut avoir sur les marchés matures. Et donc on a une banque notamment en Côte d'Ivoire qu'on aime beaucoup, qui est une filiale de la Société Générale, qui s'appelle la Société Générale Côte d'Ivoire, qui a publié d'extraordinaires résultats là, sur le premier semestre et qu'on continue de suivre compte tenu aussi des niveaux de valorisation qui restent très attractifs. Quelle perspective vous pouvez donner à vos clients, partenaires, investisseurs là, après la performance déjà sur ces 3/4 de l'année 2023 ou quasiment à la fin du 3e trimestre? Quels peuvent être encore les moteurs, la dynamique pour vous et la stratégie du fonds? Alors la stratégie du fonds a priori ne va pas changer puisqu'on reste encore une fois sur du small mid cap, de la consommation avec une analyse fondamentale pour toutes les valeurs qui sont dans le portefeuille. Notre point de vue, c'est qu'il y a encore pas mal de performances à venir compte tenu des niveaux de valorisation qu'on peut avoir sur certains marchés, comme la BRVM qui traite autour de 8 fois les résultats, ou le marché égyptien qui est autour de 10-11 fois les résultats. Donc ça, c'est quand même un élément de performance à venir qui est intéressant, toujours avec une vision moyen long terme, parce qu'encore une fois, l'investisseur qui s'intéresse au marché africain, c'est un investisseur qui a plutôt un horizon moyen long terme, et surtout un horizon en termes d'investissement qui est basé sur de la diversification. Et c'est vrai que pour les personnes qui s'intéressent aujourd'hui à l'investissement global, c'est très difficile de s'intéresser à l'investissement global sans avoir un regard sur ce continent-là qui quand même en 2050 concentrera 2,5 milliards d'habitants avec quasiment la moitié de la population qui aura moins de 20 ans. Merci beaucoup Wissem, merci de venir nous éclairer sur les enjeux de l'Afrique et des marchés boursiers africains. En l'occurrence, on parle de l'investissement boursier avec vous, la stratégie chez Aube Africa Asset Management, vous en êtes le président fondateur. Wissem Barbouchi était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.